Les Échos du Plateau, un podcast du festival Van Echo Jazz, présenté par Émilie Langlade. Nous accueillons une enfant du pays qui vient de Séné pour ce premier épisode des Échos du Plateau. Elle fait avec son groupe Eliavir l'ouverture de la grande scène du Jardin des Remparts du festival Van Echo Jazz et nous emmène en voyage sensible à travers ses histoires, ses rêves et des paysages sonores aux multiples influences. Laurie Vaille, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la compositrice, arrangeuse et voix de Eliavir. C'est un grand plaisir de pouvoir vous écouter à ce micro. Et vous êtes venu accompagné de Rémi Flambard, trompettiste de votre quintette. Bonjour Rémi. Bonjour. Tous les deux jeunes trentenaires, vous faites partie de la nouvelle génération du jazz en France et apportez une signature très particulière à votre groupe Eliavir en proposant un dialogue inédit et poétique, une osmose voix-trompette envoûtante, saluée par la critique. Votre parcours est fulgurant. À peine formé, votre quintette a remporté le prestigieux concours national du Festival Jazz à Vienne, et ce qui vous a permis de sortir votre premier album Rewind l'année dernière. Rewind, cela veut dire rembobiner, et pour celles et ceux qui s'en souviennent, c'est ce qui était écrit sur les magnétos quand on écoutait encore des cassettes. Alors on va remonter ensemble le fil de votre histoire. Qu'est-ce qui musicalement vous a rassemblés tous les deux ? Déjà bonjour et merci de m'accueillir ici, merci de nous accueillir, merci pour cette description. Ce qui nous a rassemblés tous les deux, en fait on s'est rencontrés à Lyon, au conservatoire de Villeurbanne en jazz. Et en fait, c'est à travers des ateliers, à travers cette école que voilà, on s'est rencontrés et humainement et artistiquement. Et c'est à travers lui que j'ai découvert aussi la trompette. J'étais beaucoup plus influencée par tout ce qui est vocal, aussi quand même instrumental, mais la trompette, grâce à Rémi, est arrivée aussi dans mon discours, dans mon vocabulaire, du coup, dans ce que j'écoute, dans ce que je peux écouter aujourd'hui. Et j'ai toujours eu envie d'écrire pour plusieurs voix, et je me suis dit que ça pouvait être un délice aussi d'écrire pour voix et trompette. Rémi, quelle a été la vision à la création de ce groupe Eliavir ? La vision, ça a été, ça a été un jeu, on va dire, au début, d'essayer de se trouver ensemble déjà, rien qu'avec Lou. Essayer de se trouver dans le son. Donc, comme ce que Lou a dit, on s'était déjà rencontrés musicalement avant, du coup, par le biais des ateliers de jazz de l'école de musique de Villeurbanne. On avait fait aussi un peu de musique cubaine ensemble, et donc là du coup c'était vraiment l'idée d'essayer de faire une section donc avec deux instruments différents, mais d'essayer d'en former qu'un seul et d'essayer de former en tout cas une voix qui ressorte de ces deux instruments et qui se mêle. Et quelles sont les inspirations et influences qui ont forgé le style Eliavir ? C'est là que c'est toujours une question un peu coriace parce que j'en ai plusieurs et j'ai essayé de m'inspirer pour trouver aussi de la trompette et voix. Et en général, on peut entendre ça chez Kenny Wheeler, mais pour ce qui est de mes inspirations que j'écoute depuis longtemps et aujourd'hui, il y a beaucoup de Lassa Dessela, il y a du Paris Combo, il y a beaucoup de Leila Martial aussi qui m'a donné envie d'être beaucoup plus libre avec ma voix et de la considérer réellement comme un instrument. Anne Passeo aussi est très très inspirante et permet aussi de mélanger des influences comme la pop, musique du monde, folk et jazz. Et puis il y en a tant d'autres. Il y a aussi, j'aime bien parler de Marquis Hill, qu'on a découvert tous les deux il y a 2-3 ans, parce qu'il écrit beaucoup en fait pour deux voix. Et ça m'a beaucoup inspirée, en tout cas, pour écrire les thèmes à deux. Alors justement, ce festival met à l'honneur les nouveaux sons du jazz, la nouvelle génération du jazz. C'est quoi votre jazz à vous, Rémi ? Alors mon jazz à moi j'ai commencé le jazz, j'étais en fin de collège, début lycée, donc je pense que je devais avoir quelque chose comme 15 ans, 15-16 ans. Et moi, mon approche du jazz, ça a été, en fait, j'ai commencé le jazz avec Miles Davis, mais sa période électrique, donc l'album Toutou,
J'ai commencé avec l'album Earthfoot du trompettiste Roy Hargrove. Et donc j'ai pas du tout pris part au jazz avec tout ce qui était swing, hard bop, bebop, tout ça. Moi j'ai vraiment sauté cette période-là et direct je suis allé dans quelque chose de plus groove, plus moderne. Et c'est uniquement quand je suis arrivé à Chambéry, donc là quand j'ai eu 18 ans, que je me suis intéressé justement à plus toute l'histoire du jazz et à tout ce qu'il y avait avant. Mais voilà, je suis resté quand même très fan de cette période-là du jazz, donc des albums, on va dire, de hard bop plus modernes, ou alors même les albums un peu électriques qui ont pu se faire. Donc voilà, ouais, moi j'ai approché, on va dire, un peu en sens inverse. J'ai pas pris on va dire l'histoire chronologiquement. Et c'est quoi le jazz de Elia Vire ? Le jazz de Elia Vire, c'est justement un métissage. C'est un métissage de plein de styles, de plein d'influences. C'est un jazz de chant instrumental. C'est très instrumental en fait. C'est un jazz qui va être à la fois inspiré des musiques du monde, qui va être inspiré de l'instrumental, des timbres de voix, de plein de choses. C'est vrai que je ne saurais pas trop comment définir le jazz d'Elia Vire. Je dirais plutôt que c'est plutôt le monde et l'imaginaire d'Elia Vire plutôt que juste le jazz, parce que justement il y a énormément d'inspiration et de contrées différentes en termes de style. Exactement, on sent qu'il y a une grande liberté de ton, de style, les instruments aussi que vous utilisez, que ce soit la façon d'utiliser votre voix, mais aussi je pense au titre Walking in the Air que l'on a choisi pour le générique de ce podcast, où il y a aussi du kalimba, du handpan. C'est important pour vous de pouvoir explorer, de pouvoir aller justement goûter un petit peu à toutes les influences. Oui, c'est important. En fait, c'est difficile de dire qu'on fait. Enfin, le mot jazz maintenant, il englobe vraiment beaucoup de styles de musique. En fait, ce qui réunit, ce qui définit Elia Vire dans du jazz, mis à part des fois l'harmonie, tout ça, c'est l'improvisation. C'est c'est l'élément central qui, je pense, peut rassembler toutes les musiques dans le jazz. C'est ce côté un peu improvisé. Après. C'est vrai que voilà, avec justement le kalimba, avec tout ça, il y a plein d'horizons qui arrivent autres que du jazz, et voilà, on est sur une musique inspirée de plein de choses, vivante et avec de l'improvisation, donc. C'est notre vision peut-être du jazz, ou la vision de l'eau du jazz. Comme ce que tu dis, libre quoi. Il y a vraiment ce côté. Je me suis dit que j'aime à la fois en fait être chanteuse interprète, mais aussi chanteuse instrumentiste et libre en fait de mes onomatopées, de mes sons. Et c'est ce que je retrouve aussi dans la trompette. C'est pour ça que les instants d'improvisation, en tout cas de solo trompette, moi je deviens même auditrice. Parce qu'il y a tellement de sonorités, de textures, d'idées, de chemins en fait différents empruntés par ces improvisations et par celle aussi de Christophe Wellner qui est au piano quand il va faire une intro sur un des morceaux en concert. On va être plus libre en concert justement en début et peut-être fin de morceau. Donc voilà, c'est un peu tout cela. Alors, je vous propose d'écouter maintenant le très beau titre Rewind, 7 minutes de plaisir, et on en parle juste après. It takes all memories all of sudden, so let me hold back your mind. Remember all our dearest stories. Hold on before being blind. Rewind. Taking mine. Rewind.
Rewind du groupe Eliavir. C'est un titre rempli d'émotions, tout comme votre album. Lorivaille, où telle une conteuse, vous racontez avec beaucoup de douceur la mémoire de vos grands-parents de Bretagne, d'où vous venez. Et non seulement votre musique nous emmène directement dans cette nostalgie pleine de poésie, mais le clip que vous avez co-réalisé réchauffe aussi les cœurs et met les larmes aux yeux. On pourrait dire que ce titre est très cinématographique. Oui, exactement. Alors en fait, mes grands-parents, eux, ils viennent de Normandie. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une approche très forte en fait avec tout ce qui est que ce soit la Manche ou voilà la mer du Golfe et mes grands-parents en fait ils sont encore là aujourd'hui et j'ai la chance de les connaître depuis toute petite et j'avais envie de leur écrire une chanson avant de plus avoir l'opportunité de le faire. Et ce qui a été magique, c'est que après leur avoir fait écouter cette chanson, je leur ai proposé de venir le filmer, en fait, d'être acteurs, les propres acteurs de leur propre histoire. Et on a tourné ce clip du coup à Séné, pas loin du jardin de Limur, et puis aussi à la plage de Penvin, je crois bien. Et c'était magique parce que du coup il y avait ma mère et donc ma mère est aussi dans le clip mais à la fois en tant que petite fille parce qu'il y a les images de mon grand-père qui avait filmé avec son Super 8, sa caméra Super 8 et il y a aussi les images du coup qui ont été filmées l'été dernier et l'histoire de cette chanson est très très personnelle mais aussi très universelle. C'est sur les souvenirs, c'est sur la famille, c'est sur les générations qui se précèdent et qui se succèdent. Et mon grand-père, en fait, a la mémoire présente qui commence à être un tout petit peu plus floue. Et j'avais envie à ce que ce soit comme si ma grand-mère lui racontait leur propre histoire et qui lui dit que cette histoire-là, ils vont la chanter, ils vont l'écrire sur une page et ils vont chanter cette mélodie pour se la rappeler à tout jamais. Et en fait, c'est à 2h du matin que j'ai trouvé ces premiers accords et que j'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit, bon, bah là, je crois que je suis partie sur quelque chose de très personnel, mais qui, je pense, va être très fort et qui, j'espère, va parler surtout déjà à eux, à ma famille et à toutes celles et ceux qui vont écouter ce morceau. Ça veut donc dire que vous aviez l'histoire avant de composer la mélodie. Est-ce que c'est comme ça pour tous les morceaux ? Eh bien, pas mal, ouais. J'ai souvent en fait un contexte, soit une histoire, soit un paysage, soit un souvenir, soit des personnes en tête. Par exemple, il y a le morceau, encore une fois, Kersine, qui est un hommage en fait à Séné, là où j'ai grandi, là où je reviens pour écrire. Et je ressens tellement de choses à chaque fois que je reviens ici. Que à la fin d'une semaine entre amis, je me suis retrouvée encore une fois devant mon piano et j'avais envie de l'écrire, j'avais envie de l'exprimer. Et quand j'ai écrit Kersine, eh ben, j'entendais en fait les vagues sur la plage, j'entendais les rires en fait aussi de quand on était petit, j'entendais le rire de mes amis qui sont venus pendant une semaine. Je voyais aussi tous ces paysages et je les retranscris en musique. Vous avez aussi un autre morceau qui s'appelle Once Upon a Land, qui évoque les victimes des guerres. Il y a aussi cette volonté d'offrir un regard sensible sur le monde, d'aller toucher justement les émotions, le cœur de ceux qui écoutent votre musique. Totalement. En fait, quand j'ai écrit ce morceau, c'était après avoir regardé le film le cochon de Gaza. Et aussi la bouteille de Gaza, je crois. Et j'ai été tellement prise aussi d'émotions et de souffrance sur ce qu'il est possible de faire endurer en fait à des êtres humains comme nous, à des personnes qui ont aussi les mêmes ambitions, qui ont des rêves, qui ont un cœur. Et j'avais envie de porter ma voix et illustrer en fait les injustices qui se passent pour toutes celles et ceux qui n'ont plus le choix aujourd'hui. Rémi, ce que j'adore, c'est que parfois, entre vous deux, on ne sait plus qui est la voix, qui est l'instrument, car tous les deux, vous participez vraiment à la narration. Comment est-ce que vous abordez musicalement toutes ces histoires ? Je pense que à peu près comme le public, c'est-à-dire qu'en fait, on est touché par les explications et puis l'histoire en elle-même du morceau, comme Lou peut le raconter à chaque concert.
notamment on parlait de Rewind, de cette histoire des grands-parents là, quand Lou racontait juste à l'instant, j'ai eu des frissons dans tout le corps parce qu'en fait c'est hyper touchant et que c'est un peu comme ce que Lou a dit, c'est-à-dire qu'en fait c'est très personnel mais c'est très universel. En fait on se retrouve tous à avoir des images de nos grands-parents, des images de quand on était petits et en fait c'est tellement touchant que du coup ça nous inspire au plus profond de nous et donc du coup ça nous donne cette façon de jouer, cette façon de comprendre la musique et du coup ça nous pousse à donner ce qu'on a au plus profond, quoi. Et donc du coup je pense que c'est à peu près comme ça pour tous les morceaux. En fait on arrive tous à trouver l'histoire touchante et puis à trouver qu'est-ce qui fait référence à nous dans cette histoire et qu'est-ce qui nous touche et du coup à être d'autant plus sincère dans l'interprétation, dans le son qu'on peut avoir et dans la réalisation, on va dire, du morceau, quoi. Ça a changé aussi votre façon d'aborder l'instrument, d'aborder la trompette? Et alors oui, ça a changé oui, de base j'ai un jeu qui est assez proche, on va dire je suis plutôt au niveau du son de trompette, je me retrouve plutôt dans des artistes tels que Marquis Hill qui jouent beaucoup avec l'air dans le son, qui ont un son très très doux, très très mélodieux. Donc de base c'est ce qui me touche dans cet instrument, donc j'ai eu, on va dire, j'ai pas trop de mal à jouer comme ça parce que c'est ce qui m'inspire et c'est ce que j'ai envie de faire avec la trompette. Mais effectivement le fait, comme je disais au début, de devoir mêler ma trompette avec la voix, ça pousse encore plus à creuser et puis d'essayer de trouver le son qui va pouvoir se confondre avec la voix ou alors qui va pouvoir se mêler pour qu'il se passe quelque chose. Lou, on va parler maintenant de votre lien particulier avec ce territoire de Vannes. Vous l'avez dit, vous venez de Séné. Vannes, vous connaissez bien. Vous y avez fait vos gammes au conservatoire. Vous y avez même gagné un premier tremplin avec vos propres compositions quand vous aviez 16 ans. Alors ensuite, vous êtes parti pour d'autres aventures, de Chambéry à Lyon, mais vous avez gardé un contact particulier avec le festival de Vannes. Vous y avez joué pour le off dans les bars, mais aussi pour les détenus de la prison. Et vous avez donné une masterclass en avril dernier. Là, vous allez ouvrir le festival sur la grande scène avec l'orchestre éphémère. Ça vous fait quoi de jouer à la maison ? Encore une fois, j'en suis très très touchée, très honorée. C'est vrai que je m'en rendais pas compte, mais vraiment j'ai ce lien en fait constant avec cette ville, avec ce que je considère comme ma deuxième maison, même ma première maison. Et ce qui est incroyable, c'est que en fait les professeurs que j'avais eu du coup au conservatoire. Alors à l'époque c'était au manoir de Trussac. Le lien que j'ai avec eux, il est toujours là, il est toujours présent. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est Sébastien Duché, donc le pianiste qui a fait son spectacle sur Bill Evans, m'a appelé en fait pour enregistrer le premier morceau qui sort au début de son spectacle. Et donc on s'est revus, on a joué ensemble. Et c'est devenu mes souvenirs en fait d'adolescente à encore une fois mon présent. Et à chaque fois, il s'alimente de toujours plus d'aventures et d'expériences. Et j'en suis ravie. C'est vraiment ma deuxième famille, quoi. Vous êtes aussi un symbole très inspirant pour toutes les élèves et tous les élèves de conservatoire de province. C'est important pour vous de garder aussi une dimension de partage avec la plus jeune génération ? Oui, absolument. Absolument. Je me considère encore une fois très chanceuse, comme par exemple hier, on a répété avec l'orchestre éphémère et il y avait tous ces petits bouts de chou et tous ces artistes en fait avec qui on a répété et on a eu cet échange avec eux et je trouve ça très fort de leur partager nos expériences, de leur partager le fait que oui, la musique peut être un métier. Et que oui, on peut en fait développer sa propre personnalité, sa musique. On peut être libre avec tout cela et ne pas seulement pratiquer quand on est jeune, mais vraiment aussi en tant qu'adulte, quoi. Et Rémi, on peut dire aussi que Elia Vir, c'est une musique accessible à tous les publics. Elle est aussi composée et interprétée dans ce sens ? Oui, oui, Elia Vir, avec maintenant je sais pas combien de concerts on a fait
depuis le tremplin à Vienne il y a 2 ans, mais on a eu beaucoup de retours de public qui disaient que ils se laissaient transporter dans la musique, dans les histoires, dans tout. Et effectivement, c'est une musique qui, malgré le fait qu'elle soit parfois un petit peu compliquée, on va dire, musicalement, et ben en fait, dans la composition, dans les arrangements, c'est fait pour que ce qui soit compliqué soit quand même très accessible et musical. Et ce qui fait que du coup, en fait, on ressent pas on va dire, on n'a pas une sensation d'incompréhension. C'est-à-dire que c'est fluide et c'est ce qui aide aussi à ce que une majorité de personnes s'accrochent à ça et aiment cette musique. C'est très réussi. Alors maintenant que l'on a rembobiné votre parcours et vos influences, on va terminer en regardant vers l'avenir. Lou, quelles sont les nouvelles histoires que vous auriez envie de nous raconter ? Alors c'est en cours de réflexion. C'est-à-dire que maintenant, je me connecte de plus en plus aussi à l'autre région qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Rhône-Alpes, Savoie. Il y a énormément de choses à raconter aussi de cette région et des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Du coup, je pense que je vais plus me focaliser un petit peu plus sur le deuxième chapitre en fait de ma vie. Et d'ailleurs, il va y avoir un morceau inédit ce soir qui n'est pas sur l'album, qui peut-être, j'espère, sera sur le prochain album qui arrivera, je ne sais pas encore quand, il est en cours de création. Mais voilà, je pense que les histoires vont plus se situer du côté de l'Est de la France. Alors ça tombe bien parce qu'au niveau de votre carrière musicale, quels sont les projets et aussi les désirs ? Et là, je m'adresse à tous les deux. Quelles sont les opportunités que vous voyez, vous, sur la scène du jazz français ? Et sur la scène du jazz français, pour parler un peu de mon point de vue, moi en fait en tant qu'artiste musicien, je joue pas uniquement du jazz. En fait, j'ai aussi j'ai des groupes où je fais de la musique des Balkans, de la musique cubaine. Donc on va dire que je m'implante pas de manière très forte sur la scène du jazz français. Mais Lou a eu récemment une expérience du coup avec le stage WIZ, donc Women in Jazz, où là du coup c'est vrai, il y a une volonté justement de partage justement pour toutes les femmes artistes ou en devenir artistes, et je trouve ça super chouette en fait qu'il y ait qu'il y ait un rapprochement, une espèce de colonie de vacances, on va dire, professionnelle, où il y a des rencontres d'artistes, des rencontres de femmes d'un peu partout en France, pour parler justement de comment ça se passe maintenant, comment on fait pour vivre de la musique, comment on fait pour diriger un projet, monter un projet, et puis parler des problématiques aussi qu'il y a actuellement justement avec ce qui se passe en termes de représentation homme-femme dans les concerts, dans tout ça. Et je trouve ça super important. Et c'est quelque chose que du coup on va dire que moi, au conservatoire, on a eu l'enseignement du conservatoire. Et après ça, j'ai plus trop forcément d'enseignement. Je suis parti directement dans l'intermittence. Et donc, du coup, j'ai un peu quitté, on va dire peut-être le réseau jazz et puis jeune. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est vachement inspirant, ce genre de stage. Auquel je serais très heureux de participer. Je ne pourrais pas sur ce là, mais dans un même style, on va dire. En tout cas, pour être en lien avec la jeune génération, on va dire. C'est-à-dire que tu as tout dit. Moi, c'est vrai que c'est ça que je recherche là. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sororité, je trouve, de plus en plus d'échanges d'expériences, d'opportunités qui nous sont ouvertes en tant que femme artiste. Et j'ai envie de m'entourer encore plus de musiciennes. J'ai envie de créer avec d'autres artistes. Et en fait, cette opportunité-là qui a été créée en fait, par Anne Passeo, Women in Jazz, ça nous a à la fois permis de se retrouver en tant que musicienne, mais aussi de rencontrer en fait, des professionnels qui travaillent dans des structures qui aident financièrement, donc comme le CNM, la DAMI, la SACEM, pour les droits d'auteur. On a rencontré aussi des programmatrices de festivals et je trouve qu'il y a vraiment
les moyens en ce moment, je trouve, qui sont donnés pour donner plus d'accompagnement, d'accès en fait aussi à la création et à la scène pour les musiciens et musiciennes émergentes. Et je me rends compte aujourd'hui, ouais. Lou Rivaille, Rémi Flambard pour le groupe Eliavir. Merci beaucoup à tous les deux pour ce temps et ces émotions partagées. Merci à l'équipe technique, Léo Ring et Sacha Denfer pour la prise de son et diffusion en direct depuis la promenade des Remparts dans le cadre des brunchs jazz. Vous pouvez retrouver ce podcast en écoute sur Spotify, Ocha et YouTube. C'était Les Échos du Plateau, le podcast du festival Van Echo Jazz. Musique du générique Walking in the Air, un titre composé par Howard Blake et arrangé par le groupe Eliavir. Retrouvez toutes les informations du festival sur le site www.vanechojazz.bzh.